Dans le cadre de notre Bloc Op TV, nous allons échanger avec le docteur Nicolas Bonin, chirurgien orthopédiste, spécialiste de la hanche avec l'X de la sauvegarde à Lyon et moi-même kiné du sport, sur ce concept assez récent, puisque je crois que ça date d'une dizaine d'années, de la micro-instabilité de la hanche, car les douleurs de hanche ne sont pas toujours dues à des conflits fémoraux acétabulaires, bien qu'on peut prévoir qu'il y ait les deux, on peut être borgne et sourd. Et donc, quel est ce point de vue? Et la question qu'on peut se poser, comment une hanche peut être instable alors qu'elle a une tête fémorale enchâssée dans un cotyle, un labrum, une capsule et 17 muscles autour qui la stabilisent? Tout à fait. Alors, effectivement, c'est avant tout une composante osseuse, l'instabilité, par souvent un défaut de couverture acétabulaire, c'est le numéro 1, c'est avant tout ce qu'on voit. Donc, une hanche, normalement, doit avoir une couverture acétabulaire de minimum 25 degrés de différentiel entre la verticale et le rebord externe. Et ça va jusqu'à 35-40 degrés. À partir du moment où on est en dessous de 25 degrés, on peut commencer à apparaître des micro-instabilités par petits phénomènes subluxants de ce défaut de couverture. Si on y associe à ça des troubles de torsion fémorale avec des fémurs qui parfois sont trop antéversés ou parfois trop verticaux, ça majore ça. Donc quand vous avez les deux, forcément vous allez vous retrouver avec une hanche instable. On parlait beaucoup de dysplasie avant. Alors les dysplasies, c'est heureusement maintenant on les détecte tôt, donc on sait les traiter chez le jeune par des coussins d'abduction, des choses comme ça qui font que ça permet au squelette de se développer suffisamment pour plus avoir des dysplasies qu'on a pu connaître. Mais parfois on a encore une insuffisance de structure osseuse. Et il y a aussi les ligaments et les muscles. Donc on constate cette micro-instabilité et les autres causes qu'il peut y avoir, à part les causes osseuses. On peut avoir des anomalies du tissu conjonctif, par exemple, les maladies des nerfs dans l'os, la maladie de Marfan, par exemple. Ensuite, on en a aussi beaucoup dans les traumatismes sportifs, puisqu'on est avec une hanche avec une hypermobilité. Et dans les activités telles que la danse, telles que l'escrime, telles que même le football ou le rugby, sur des mouvements forcés, peuvent être responsables et expliquer ces causes étiologiques. Tout à fait. La difficulté, c'est aussi de faire la part des choses entre l'instabilité, donc ces hanches qui, au lieu d'être parfaitement concentriques, vont sur certains impacts, sur certains mouvements, avoir des petits phénomènes de subluxation, et le conflit qui est une autre entité, mais qui également peut interférer, puisque typiquement, lorsqu'on va faire une grande amplitude, on va entraîner un conflit, par effet levier, une micro-instabilité. Donc c'est là où des fois, j'ai envie de dire, plus on commence à comprendre des choses, plus c'est complexe. C'est complexe. Ah ouais, on soulève des cailloux et puis ah mince, il y a encore quelque chose dessous. Donc c'est tout, le démembrement est bien plus complexe que ce qu'on peut croire. Ouais. Cette articulation, elle présente aussi des ligaments qui sont puissants, parmi les plus puissants du squelette de l'homme, avec le ligament iliofémoral et pubofémoral. Donc ce qui veut dire que lorsqu'il y a des douleurs qui apparaissent dans ces micro-instabilités, par rapport au conflit fémoro-acétabulaire où on a plus des douleurs, il me semble, en tant que kiné, en flexion, on aura plus de douleurs en fait en extension dans la micro-instabilité de hanche. Est-ce que c'est un signe critère pour mes collègues pour lorsque l'on fait les examens cliniques? Tout à fait. On va avoir des douleurs plus en extension et on va avoir des douleurs plutôt périphériques parce qu'effectivement les muscles, c'est ce qu'on a vu ce matin, les muscles ils luttent pour centrer la hanche. Et donc c'est souvent des femmes quand même qui ont des douleurs sur le fessier, sur les pelvitrocantériens pour essayer de stabiliser leur hanche. Et effectivement, ces ligaments, ils sont très puissants, mais on le voit bien, nous, quand on fait des arthroscopies, il y en a chez qui ils ont beau être puissants, ils sont très laxes, et d'autres très serrés. C'est toutes les différents morphotypes humains. Ah oui. Donc ce qui est important pour nous kinés, souvent, c'est que nous recevons des ordonnances de médecins généralistes avec douleur de la hanche. Donc je pense qu'il est très important que le kiné soit capable de faire un examen clinique pour pouvoir adapter d'une part la rééducation et quels sont les meilleurs tests dans la micro-instabilité, puisqu'on sait que c'est une pathologie en extension, donc on a les tests, je crois, d'appréhension. Quels sont les tests que, en tant que chirurgien? On peut en discuter beaucoup, notamment avec les médecins du sport, et ces fameux tests dont a parlé Gilles et d'instabilité, pour moi,
ils ne sont pas si fiables que ça. Un des critères que j'aime beaucoup, moi, c'est les rotations. Et typiquement, un patient qui est en flexion, n'a aucune rotation interne, eh ben, on va plus penser au conflit. La personne qui a beaucoup de rotation à 90 degrés de flexion, on va se dire, surtout de la rotation interne, on va se dire, bah, tiens, peut-être qu'elle est plutôt un peu instable. Et par contre, la rotation interne fera des douleurs chez les deux patients parce que les lésions, elles sont au même endroit. Au même endroit. Et c'est les lésions qui font mal. Et donc, quand on est en rotation interne, on va comprimer un peu la lésion, même dans une instabilité. Alors personnellement, moi je fais les tests en décubitus dorsal, le test d'appréhension avec un genou plié tenu par le patient où on appuie sur le genou. Et est-ce que le roll test qu'on appelle aussi lorsqu'on met un patient en décubitus dorsal, qu'on va amener les deux pieds en rotation médiale et qu'on relâche, et si on a une ouverture d'un côté plus importante, est-ce que ça peut être significatif? Ça peut être significatif. Ça fait partie des tests d'instabilité. C'est quand même assez difficile. Il y a plein de tests. On est en train de spécifiques. Ils ne sont pas si spécifiques que ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est la difficulté pour poser le diagnostic. Dans le cas d'un constat d'instabilité chronique, le premier traitement sera un traitement fonctionnel. Oui, beaucoup de travail musculaire. Donc, et là, travail le kiné musculaire, est fondamental. stabilisation du bassin, travail des fessiers, moyens fessiers, grands fessiers, les ischio-jambiers, jusqu'à la chaîne musculaire des triceps. Aussi le travail du transverse, parce qu'on s'aperçoit que chez beaucoup de sportifs, 80% des sportifs ont un transverse insuffisant. Et qui, comme ils travaillent avec les multifides au niveau lombaire, donc on a une interaction, et il est très important de travailler tout l'ensemble de ces muscles-là. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup appris moi ce matin un petit peu en écoutant Thomas. Et nous, en tant que chirurgien, on parle beaucoup du psoas, qui est un gros stabilisateur antérieur. Ouais. Et qu'il faut renforcer dans l'instabilité, parce que c'est souvent quand même une instabilité antéro-supérieure. Donc le psoas, c'est important. La bascule pelvienne aussi. Plus les patients vont remettre leur bassin en hyperlordose, en bascule antérieure, plus ils vont couvrir cette zone antérieure qui peut être un peu insuffisante. Alors, il y a un diagnostic différentiel aussi qui est important, parce que j'en ai vu quelquefois, c'est les phénomènes de ressaut de hanche, et ne pas confondre avec la micro-instabilité. Bien sûr, typiquement les patients qui disent j'ai une hanche qui se subluxe, c'est en fait un ressaut latéral du fascia lata. Voilà. Très fréquent. Et lorsqu'on a une instabilité avec une lésion du labrum ou de la capsule, quel est le type d'intervention alors que l'on va faire pour stabiliser? Alors ça va dépendre avant tout de notre... alors là cette fois-ci c'est les radios et le scanner qui vont nous aider. Et ça dépend beaucoup de la structure osseuse. Si on a une structure osseuse qui est relativement satisfaisante, sous arthroscopie on peut réparer les lésions du labrum et on peut retendre un petit peu les tissus mous. S'il n'y a pas assez d'os, ou alors si on est en échec parce que les tissus mous, malheureusement, ils se redétendent. Et là, on va avoir besoin de faire des gestes osseux. Donc, on va avoir une ostéotomie correctrice. Et pendant longtemps en France, on a fait des butées de hanche où on prélève un bout d'os sur la crête iliaque et on va le greffer. Ça marche bien, mais ça va marcher qu'à un endroit. On est maintenant bien plus puissant quand on repositionne le cotyle parce qu'on va vraiment pouvoir refaire de l'anatomie, là où l'autre technique n'est pas vraiment anatomique. Et si on n'a pas de problème anatomique, on a simplement une lésion de la capsule de labrum, est-ce qu'on va faire une piqûre? Oui, là l'arthroscopie a toute sa place. Surtout si en plus il y a une petite bosse sur le fémur à raboter, on pourra faire d'une pierre deux coups. Se dire je traite cette bosse qui peut en hyperflexion abîmer un peu le labrum, et je traite un petit peu le côté un peu instable en retendant ma capsule. Comme je disais au début, on peut être borgne et sourd, donc avoir les deux pathologies. Et des fois, c'est pas facile. Et moi, comme je dis aux patients, je dis, je sais pas vraiment ce qui vous fait mal, mais moi, ce que je veux, c'est que vous alliez bien, donc je vais traiter les deux. Puis le but, c'est le résultat. Donc, très important pour nous, en tant que kiné, de vraiment faire le bilan clinique et ne pas avoir d'inquiétude et venir s'informer auprès des chirurgiens ou des médecins du sport pour vraiment bilanter et ne pas perdre de temps, parce qu'on sait qu'une rééducation d'une hanche micro-instable ou instable, au bout de 2 mois, si on n'a pas de résultat, on peut considérer qu'il faut voir le problème sous un autre angle et ne pas faire perdurer le patient sur des séances qui lui seraient inutiles et qui le lasseraient. Tout à fait, effectivement. Bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, merci pour l'accueil. Pour les confrères. Avec grand plaisir. Merci Nicolas. Merci, au revoir.